d'aprile di aver votato democristiani senza pensare ai domani, a rovinare la gioventù, senza pensare ai domani, a rovinare la gioventù. O cari Madrid è l'Italia, ma che ben presto vi pentirete. Arrete, se vostri figli ancora vedrete abbandonare la cassola. Se i vostri figli ancora vedrete abbandonare la cassola. Voilà, donc nous sommes ici à Carmaux, nous sommes sur les terres de Jean Jaurès. Personne ne peut dire de quelle obédience politique serait Jean Jaurès s'il était parmi nous aujourd'hui. Cependant, voilà, je crois quand même pouvoir dire, sans me tromper, que cet amoureux de la République, qui était naissante à l'époque, de la démocratie et du partage des richesses, il n'aurait pas trouvé sa place au sein des vieux partis, de ces vieux partis qui prônent une gauche néolibérale, toujours plus à droite, une gauche qui se sert des inégalités qu'elle a elle-même créées pour diviser le peuple. Ce qui est certain, c'est qu'il se battrait aujourd'hui contre les lobbyistes qui empoisonnent la vie démocratique. Aujourd'hui, il y a 10 fois plus de lobbyistes au Parlement européen que d'élus. Il se battrait contre la haute finance, il se battrait pour le peuple, et il arrêterait surtout de parler de croissance, alors que le PIB de la France n'a jamais été aussi élevé que ce qu'il est aujourd'hui, et que le gâteau est largement assez gros déjà. Voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que la croissance, de toute façon, elle a atteint ses limites. Il n'y en aura plus, du moins plus dans les proportions qu'on a connues dans le passé. Ceux qui essaient de maintenir coûte que coûte un semblant de croissance encore, ils le font au détriment de nos vies, au détriment de notre environnement et au détriment de notre avenir à tous. La bonne nouvelle, c'est que nous n'en avons pas besoin de la croissance pour créer de l'emploi et pour être heureux. Le gâteau, comme je l'ai dit, il est déjà suffisamment gros. Maintenant, il suffit de le partager de façon équitable, avec de partager ces richesses déjà considérables. Voilà. Aujourd'hui, en Europe, on a besoin que ça change. On a besoin d'élus qui soient du côté du peuple. Et donc, je vous laisse autour de ces tables rondes pour échanger entre vous, et ensuite, on laissera la parole à nos invités. Alors, je vois qu'il y a des tas. On n'arrive même pas à réaliser le projet à court terme dont il a la possibilité, parce que nous n'avons pas fait à court terme. On est la seule liste majeure à expliquer de manière honnête, de manière lucide, qu'on ne transformera pas l'Europe si on ne sort pas des traités actuels. Il n'y a que nous qui le disons. Tous les autres, même Le Pen, remarquez, même Le Pen qui parle maintenant d'alternance et plus d'alternative, ils se sont tous rangés à l'idée que finalement on peut faire ça popote, on peut transformer doucement l'Union européenne comme ça. On sait tous que c'est faux. Pour transformer l'Union européenne, il faudra rompre. Et pour rompre, il faudra faire en sorte que en 2022, ou peut-être avant, on ne sait jamais, on ait un gouvernement France Insoumise qui sera capable d'aller dans un rapport de force, de négociation et de désobéissance, faire en sorte d'imposer justement le mandat que nous aura donné le peuple français et qui sera inévitablement contraire au traité européen. On n'a pas dit non à l'Europe, on a dit non au traité européen. Donc en un mot, en fait, on a surtout dit non à l'ordolibéralisme. Et ces mots-là, ils ont un sens, ils sont importants. Parce que l'ordolibéralisme, c'est pas le libéralisme, c'est pas l'ultralibéralisme, c'est vraiment la matrice idéologique de la droite allemande, celle de Madame Merkel notamment. Le libéralisme économique, il s'accompagne d'un retour à l'ordre. Alors je crois qu'en ce moment, on le voit beaucoup trop. À Toulouse, pas loin, à Bordeaux aussi, partout en France, le retour à l'ordre, la police, la justice pour les faibles, pour les militants, pour nos camarades gilets jaunes qui sont venus ce soir, et pour toutes celles et ceux qui vont contester l'ordre en place. Évidemment, pour les puissants, là, il n'y a aucun souci, c'est plutôt la compréhension et la tolérance.
Cet ordre-là, cet ordre-libéralisme, il ne vient pas d'une espèce de main invisible, hein, non, non, pas du tout. Il vient des commissaires européens. Et c'est parce qu'ils se revendiquent des traités européens que ça leur donne un poids suffisamment fort. Et le poids de la Commission européenne, tu en as donné de très très bons exemples, hein, c'est la réduction des coûts. Alors la réduction des coûts, c'est plutôt du côté des services publics, hein, et évidemment la mise en concurrence. Cet ordre-là, c'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, notre présence et notre engagement sur cette liste, il le prouve bien. Ce serait beaucoup plus facile, hein, pour nous tous et toutes de rester tranquillement à regarder le débat se faire de loin. Mais bien évidemment, on en est incapable, puisqu'il y a besoin de réagir face à ce projet politique qui est favorable aux puissants, qui est favorable aux très riches. Il faut comprendre une chose, c'est qu'en 2 ans, chaque année, Emmanuel Macron a accordé 9 milliards d'euros aux plus riches des actionnaires. 9 milliards d'euros. Il y a l'ISF, bon, évidemment, mais il y a aussi la flat tax qui plafonne à 30% les revenus du capital, et puis à droite, à gauche, comme ça, il y a des cadeaux, dividendes, tout ça se rajoute à ce qui a été fait précédemment. Hein. On estime à peu près que 2 tiers des niches fiscales vont aux plus riches. On ne parle même pas du CICE, ça a été cité tout à l'heure, qui effectivement sont 20 milliards envoyés en fumée par les fenêtres, puisqu'on sait qu'au mieux, ils ont effectivement préservé 100 000 emplois. Ça a été dit très bien par le camarade tout à l'heure pour expliquer. Et donc, on a cette politique qui est faite en faveur des plus riches rentiers. Et je crois que là, c'est aussi une des autres caractéristiques de la politique d'Emmanuel Macron. Quand on lui demande à Emmanuel Macron, plutôt qu'on demande à Bruno Le Maire, parce que Emmanuel Macron n'a pas le droit de venir parler à l'Assemblée, quand on demande à Bruno Le Maire, pourquoi cette politique? Pourquoi vous mettez 9 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches qui s'ajoutent au CICE, etc. Il vous dit, il faut nourrir le capital pour les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Alors, il y a pas mal de gens qui sont à peu près de ma génération ici, on sait à peu près tous, on se souvient, c'est Helmut Schmidt dans les années 74, hein, qui avait sorti la même chose. Comme quoi, c'est vachement moderne. Bien. Et à la question qu'on demande à Bruno Le Maire, mais vous pouvez m'expliquer, c'est moi qui lui posais la question, vous pouvez m'expliquer comment vous allez faire, puisqu'il n'y a pas de contraintes, c'est pas fléché vos budgets, comment vous allez être certain que ça va aller vers l'investissement? Et Bruno Le Maire nous a dit, le bon sens. Chacun connaît ici le bon sens du capitalisme financiarisé, qui effectivement est celui de l'intérêt général, ça se voit partout, etc. Bon. Mais ce qui est évident, cette politique, c'est qu'elle a évidemment des conséquences. Et nous, on les connaît. L'année dernière, et je ne vous embêterai pas plus avec les chiffres, hein, mais l'année dernière, le pourcent des Français les plus riches a vu son pouvoir d'achat augmenter de 6%. Et nous, de manière moyenne, le reste de la France, ça a été moins 0,5. Et les 6% accordés, ça n'a pas ruisselé du tout. C'est pas retombé du tout dans l'économie. Bah, évidemment, c'est pas à ça que ça sert, un capitalisme. Ça ne sert pas à faire retomber dans l'économie, sauf si on contraint. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc cette politique, en réalité, qui est celle du toujours moins d'impôts, parce qu'on a une Union européenne qui permet le dumping fiscal, qui fait qu'on nous explique qu'il faut sans arrêt baisser l'impôt sur les sociétés pour pas que ça parte ailleurs. Cette politique qui vise à sans arrêt favoriser les rentiers, les actionnaires, parce que là aussi on a sans arrêt peur qu'ils partent ailleurs. Vous remarquerez qu'ils ne partent pas ailleurs. Parce que c'est quand même pas si mauvais de vivre en France, où il y a quand même encore un temps soit peu d'État et de services publics. C'est quand même préférable que d'aller visiter certains paradis fiscaux où il n'y a plus d'État du tout, etc. On met ça de côté. Bon. Eh bien, cette politique de baisse des impôts et de baisse des impôts pour les privilégiés et d'austérité, elle entraîne évidemment des problématiques que l'on connaît d'un point de vue économique. Je vais vous citer juste une petite citation de Fitoussi, qui est économiste et qui parle de la dictature éclairée, parce que vraiment, on est en plein dedans. La dictature éclairée, c'est une dictature, en fait, qui va réprimer la demande sociale, qui est une forme de gouvernement la mieux adaptée à l'économie de marché, et donc la plus désirable pour les économies émergentes. Et il continue en disant « L'essentiel est que le marché soit libre, peu importe que les individus ne le soient pas. » Ouais. Bah, elle vous fait réagir, heureusement, cette dernière phrase, parce qu'en fait, cette phrase, c'est la véritable philosophie de la construction européenne. Cette dernière phrase, c'est le secret de famille, bien gardé, des dirigeants européens. Tant mieux, l'intérêt qu'ils vont avoir à le préserver. Donc en fait, les traités européens, ils imposent une dictature éclairée dans l'Union européenne, une dictature dont le président de la République, Emmanuel Macron, n'est que le porte-parole.
On l'a vu pendant les présidentielles, son programme était un copier-coller des préconisations, donc des fameuses recommandations, je vais mettre des grands guillemets, les fameuses recommandations de la Commission. Et c'est pourquoi cette élection européenne, et je crois que maintenant l'idée se diffuse vraiment, cette élection européenne, on peut en faire un référendum pour stopper la politique d'Emmanuel Macron. Non, il ne faut pas laisser Emmanuel Macron sortir en tête de l'élection européenne. Ça sera un test démocratique, le premier test national depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et là, vous avez l'opportunité, vous avez une arme, vous avez un outil, c'est votre bulletin de vote. Une arme qu'on ne pourra pas réprimer, un outil qu'on ne pourra pas nier. C'est que si on lui met la raclée électorale qu'il mérite le 26 mai prochain, alors vous serez sûr qu'il sera obligé de tourner la page de sa politique et que tous les mauvais projets qu'a évoqué Éric Coquerel dans son introduction, il sera obligé de les laisser dans les cartons. Alors laissez-vous pas faire. Ne vous laissez pas démobiliser. Ne pensez pas, comme certains peuvent le penser, que l'abstention ou le boycott peut jouer quelque rôle que ce soit. Je vous rappelle qu'il y a eu 50% d'abstention aux dernières élections législatives. Est-ce que vous avez l'impression que le système en a été déstabilisé? Non. Emmanuel Macron vous donnerait de l'argent s'il le pouvait pour que vous n'alliez pas voter le 26 mai prochain. Alors ne le laissez pas faire, mobilisez-vous, allez voter le 26 mai. Et je crois que c'est la première raison. Il y a deux autres raisons pour voter France Insoumise, je le dis vite. Quelque part, c'est un peu la raison pour laquelle nous, députés de l'Assemblée nationale, avons choisi de venir dans les meetings et pour lesquels nos camarades de la liste européenne nous ont demandé de venir. J'ai l'impression qu'on ne fait pas trop mal notre boulot. Voilà, j'ai l'impression qu'on ne fait pas trop mal notre boulot. Moi, je le constate avec des gens qui nous disent « Heureusement que vous êtes là, vous résistez, vous tenez bon, vous faites des propositions. » Eh bien, c'est la même chose pour ces élections européennes. Il faut envoyer un commando de combat au Parlement européen. Il faut envoyer un commando de combat. Non seulement vous aurez des gens qui vont s'engager à voter les traités de libre-échange, les paquets ferroviaires, telle ou telle mesure qui favorise le glyphosate, mais en plus, ils vont pas se laisser faire. Ils seront dans l'immobilisation, ils seront au Parlement européen, tout comme nous sommes au Parlement national. Et que ce soit Manon Aubry, que ce soit Manu Bompard et tous les, j'espère, les nombreux camarades qui seront élus derrière, bah là encore, ça va être un sacré appui pour la suite. Donc oui, avoir des députés au Parlement européen qui pourront dire stop, voter contre tous les projets de suppression de nos services publics, voter contre tous les accords de libre-échange, oui, ça sert à quelque chose et ça peut permettre de gagner des victoires demain. On peut aussi gagner des victoires positives, on peut aussi arracher des victoires. Parce que quand Younous Omarjee obtient au Parlement européen l'interdiction de la pêche électrique, alors peut-être que ça ne change pas toute votre vie au quotidien, mais la pêche électrique, c'est ce moyen de pêche qui fait que, après la pêche, il n'y a plus de biodiversité marine. C'est un désert au fond de la mer. Et ça, c'est grâce à lui, bien sûr pas tout seul, avec les associations, avec d'autres élus, qu'on a réussi à arracher cette interdiction de la pêche électrique. Alors imaginez demain s'il n'y a pas un Younous Omarjee, mais s'il y en a 10, s'il y en a 15, s'il y en a 20, imaginez toutes les victoires qu'on pourra gagner demain au Parlement européen. Donc c'est important d'envoyer des gens qui pourront voter contre ces projets, arracher des victoires, jouer le rôle de ces lanceurs d'alerte qui permettent d'alimenter, d'aider la mobilisation citoyenne. Parce que qui aurait entendu parler de l'accord de libre-échange avec le Japon si Younous Omarjee à la fin de l'été dernier n'avait pas dit « Attention, voilà ce qu'ils sont en train de discuter en toute opacité dans votre dos sans que vous soyez au courant ». Qui aurait permis de transférer les documents confidentiels des négociations sur le TAFTA à tous ces collectifs qui se sont mobilisés pour obtenir l'arrêt de ce projet de libre-échange avec les États-Unis. Vous avez besoin d'avoir au Parlement européen des gens qui ne se laisseront pas faire, des gens qui pourront aider, susciter la mobilisation citoyenne, aider les associations, les syndicats, comme le font nos parlementaires à l'Assemblée nationale, et on peut les remercier, on peut les féliciter pour ça. Et on a besoin d'avoir la même chose au Parlement européen demain. Et donc le 26 mai, vous avez aussi cette opportunité. Envoyer des lanceurs d'alerte, des combattants au Parlement européen. Et là, vous avez plusieurs listes pour le faire. Mais vous avez intérêt de ne pas vous tromper. Parce qu'au Parlement européen, c'est la deuxième place forte des lobbyistes après Washington. Tout à l'heure, on a donné un chiffre, il est un peu sous-estimé. Il y a entre 20 000 et 30 000 lobbyistes au Parlement européen. Les lobbies au Parlement européen, c'est à peu près 2 milliards d'euros de budget chaque année pour exercer leur rôle de lobby. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous obtenez l'interdiction de la pêche électrique, d'abord on vous propose un petit cadeau pour un petit rendez-vous, pour essayer de vous faire changer d'avis, un petit repas au restaurant, puis ensuite quand ça marche pas, on appelle votre équipe,
On vous dit attention, vous êtes sûr que vous voulez faire ça, parce que sur les mauvais projets ça va mal se passer. On vous met la pression. Et donc vous avez intérêt aussi d'envoyer des gens qui ne se laisseront pas faire. Et ça tombe bien parce que sur la liste de la France Insoumise, des gens qui ne se laisseront pas faire, vous en avez un certain nombre, et qui ont déjà fait la preuve qu'ils ne se laissaient pas faire. Parce que quand vous allez envoyer Manon Aubry au Parlement européen, qui depuis 5 ans se bat contre la fraude et l'évasion fiscale, vous savez que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas intoxiquer par les lobbies. Quand vous allez envoyer Anne-Sophie Pelletier, qui a fait une grève de 117 jours dans un EHPAD, parce qu'elle n'était pas d'accord avec la manière avec laquelle on traitait les personnes âgées et les personnels. Vous savez que quelqu'un qui a fait une grève de 117 jours, sans salaire, sans rémunération, malgré les pressions, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas impressionner par les lobbies. Vous savez quand vous allez envoyer... Vous savez quand vous allez envoyer Marina Mesure, qui est candidate sur la liste de la France Insoumise, qui est l'experte française de lutte contre le travail détaché, qui a aidé des syndicalistes de toute l'Europe à se syndiquer, qui est même allé jusqu'au Qatar pour aider les travailleurs des Philippines qu'on a fait venir au Qatar pour construire les stades pour la Coupe du Monde et qui les a aidés à s'organiser en confédération et en syndicat. Vous savez qu'une femme qui est allée au Qatar pour aider les travailleurs philippins à s'organiser, elle ne se laissera pas faire par les lobbies. Vous savez, quand vous avez Bernard Borziani, cheminot, qui a mené 4 mois de grève l'année dernière contre la libéralisation du service public ferroviaire, Gabriel Amar qui se mobilise depuis des années contre la privatisation et contre les multinationales de l'eau, Mauricio Garcia Pereira, notre lanceur d'alerte des abattoirs de Limoges, et toutes celles et ceux que j'oublie ici. Mais vous savez que c'est des gens qui ne se laisseront pas marcher sur les pieds, des gens qui ne se laisseront pas impressionner, des gens à qui vous pouvez faire confiance. Des gens qui ne vont pas vous raconter d'histoire, qui ne vont pas vous dire qu'ils pourront tout changer, mais qui vont vous dire que les engagements qu'ils vont prendre, ils vont les respecter et que ce n'est pas les lobbies qui les empêcheront de le faire.